Bienvenue sur notre nouveau webinaire dédié à la loi de finances pour l'année 2022. Dans un premier temps, je tiens, au nom de toute l'équipe Mathé Formation, à vous présenter nos meilleurs vœux, que l'année 2022 soit la plus douce possible pour vous et vos proches. Je suis Nicolas Dasta, je dirige Mathé Compliance depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mathé Compliance héberge 3 sociétés. La première, Mathé Intracom, est dédiée à l'établissement des déclarations d'échange de biens, déclarations européennes de services et déclarations intrastate. La seconde société, EasyTax, a pour métier la représentation fiscale en matière de TVA, partout dans l'Union européenne et dans certains pays tiers également. Notre mission ici est d'immatriculer en matière de TVA les sociétés françaises ou étrangères dans des pays où elles ne sont pas établies et dans lesquels elles ont des obligations en matière de TVA, déclaration, paiement de TVA. Enfin, la troisième société, Mathé Formation, est consacrée à la formation. Nous sommes un organisme de formation certifié Calliope depuis plusieurs mois. Plusieurs thématiques au sein de notre organisme, la TVA, la douane, la fiscalité au sens plus large du terme, le droit social, la comptabilité et la gestion. J'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Céline Couve-Dumez, avocate associée au sein du cabinet Interface Avocat. Céline intervient pour notre compte également en qualité de formatrice pour 2 modules de formation, les risques liés à la TVA, ainsi que le contrôle fiscal, comment l'anticiper et savoir le gérer. Nous allons sans plus tarder attaquer ce webinaire ensemble. Je laisse la parole à Céline. Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire. Merci à Nicolas pour cette introduction. Je voulais vous dire que la loi de finances est dense, donc nous avons dû faire des choix pour cette présentation. J'espère que vous partagerez les choix que nous avons opérés. Au départ, le projet initial comportait 48 articles seulement. Le texte définitif en comporte 213. Donc il y a eu une inflation, notamment d'amendements, durant tout le cycle parlementaire. Ça s'explique par la crise sanitaire et aussi certainement par une entrée en campagne électorale des différents intervenants. Les 2 événements marquants du parcours législatif, c'est le rejet à 2 reprises par le Sénat de la loi de finances en bloc pour des raisons de dérive budgétaire, d'insincérité des comptes. C'est ce qui a été mis en avant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était la présence de cavaliers budgétaires au sein de la loi de finances que le Conseil constitutionnel a écarté, donc des dispositions qui n'avaient rien à faire dans la loi de finances et qui s'étaient glissées dans le projet de loi. Elle a été, cette loi de finances, publiée au journal officiel le 30 décembre 2021. Donc nous allons vous présenter un certain nombre de mesures. C'est une présentation générale et je vous invite bien sûr à vous reporter au texte pour de plus amples précisions sur les sujets qui vous importent le plus. Ce sera une présentation en 6 parties. Nous allons commencer par l'innovation, puis par la TVA. Ensuite, je laisserai la parole à Nicolas pour la partie internationale et nous aborderons ensuite la fiscalité des particuliers, le plan des indépendants et nous finirons par le contrôle fiscal. En matière d'innovation, nous avons 3 mesures. 2 mesures qui aménagent des dispositifs existants et un nouveau crédit d'impôt. La première mesure concerne les jeunes entreprises innovantes. Jusqu'à présent, le statut de jeune entreprise innovante était ouvert à des sociétés PME au sens du droit européen qui avaient moins de 8 ans. À partir du 1er janvier 2022, ce sera ouvert pour les entreprises ayant moins de 11 ans. Nous avons donc un allongement de 3 ans de la durée pour bénéficier de ce statut. Alors, pour quelles raisons ça a été fait? C'est principalement pour répondre au secteur médical qui, en raison des essais cliniques, a besoin parfois de plus de temps pour mettre sur le marché certains produits. Précision très importante, cette mesure ne concerne que l'impôt sur les bénéfices, pas la partie cotisation sociale, ni les avantages qui pouvaient être ouverts en matière d'impôts locaux. Précision complémentaire, cet allongement de la durée de 3 ans concerne aussi les jeunes entreprises universitaires. La deuxième mesure concernant l'innovation, c'est un aménagement du crédit d'impôt innovation.
Ce crédit d'impôt bénéficie à 8 500 entreprises. Il permet aux PME au sens du droit européen de bénéficier d'un crédit de 20% des dépenses éligibles dans la limite de 400 000 €, soit un maximum de 80 000 €. Donc ça, c'est le dispositif existant. Il devait se terminer au 31 décembre 2022. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Autre sujet concernant ce crédit d'impôt innovation, c'est la mise en conformité avec le droit européen. Pour se mettre en conformité, il fallait arrêter la prise en compte du forfait pour dépenses de fonctionnement dans son assiette. Ce forfait pour dépenses de fonctionnement était de 75% des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes ou d'installations pilotes et 43% des dépenses de personnel. Pour pallier à cette mauvaise nouvelle, il y a une compensation qui est une hausse du taux du crédit d'impôt qui passe de 20 à 30%. Dans ce contexte, il sera au maximum de 120 000 € et non plus de 80 000 €, ce qui donne un grand coup de pouce à ce crédit d'impôt. Là, ce sont les chiffres pour la métropole. Concernant les DOM, il passera de 40 à 60%. La troisième mesure, c'est la création d'un crédit d'impôt dénommé crédit d'impôt pour les entreprises ayant conclu des contrats de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Vous me permettrez de dire ORDC pour la suite de l'exposé. Ce nouveau crédit d'impôt est égal à 40% des dépenses facturées par des ORDC dans le cadre d'un contrat de collaboration s'il s'agit des contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2025. Il sera porté à 50% au lieu de 40% pour les PME au sens du droit communautaire. Pourquoi ce nouveau crédit d'impôt? C'est pour compenser un dispositif qui a été annulé dans le cadre du CIR. Ce dispositif, c'était le doublement des dépenses relatives aux opérations de recherche confiées à des organismes publics. Il a été annulé, ce dispositif, parce qu'il était contraire au droit européen. Donc la volonté du législateur, ça a été de maintenir un dispositif privilégiant les collaborations public-privé, mais j'ai bien dit collaboration. On n'est pas dans de la sous-traitance et il faudra faire très attention à la manière dont seront exposées les dépenses parce qu'il faut qu'il y ait un partage des risques et des résultats. Donc pas comme dans une sous-traitance, mais comme dans une collaboration. Dans la même logique, les droits de propriété intellectuelle ne pourront pas revenir en totalité à l'entreprise. L'assiette du crédit d'impôt sera au maximum de 6 millions par an et ces sommes ne pourront pas être prises en compte dans le cadre d'un autre crédit d'impôt, ce qui paraît logique. Un dispositif spécifique de rescrit a été prévu pour ce crédit d'impôt et en l'absence de réponse de l'administration dans les 3 mois, eh bien, ça vaudra accord de celle-ci. Concernant les dispositifs du contrôle fiscal de ce crédit d'impôt, ce sera exactement le même que le dispositif de contrôle du crédit d'impôt recherche. Concernant la TVA, 3 sujets et 2 brèves. Le premier sujet d'importance, c'est une modification dans l'exigibilité de la TVA pour les acomptes concernant les livraisons de biens. Jusqu'à présent, l'exigibilité pour les livraisons de biens était au moment de la livraison du bien, donc lorsque l'on versait un acompte, il n'y avait pas ni collecte de TVA ni déduction. À partir du 1er janvier 2023, il y aura collecte et déduction de TVA, donc exigibilité, dans la mesure où le bien est bien identifié et que la vente est certaine. C'est une grande modification pour de nombreuses entreprises, d'où le report au 1er janvier 2023 de la mise en application de cette nouvelle disposition. Alors, une année pour 2 raisons. La première, c'est pour mettre en route des systèmes d'information dans le cadre de cette mesure-là, pour qu'ils prennent bien en compte la collecte et la déductibilité de la TVA lors du versement de l'acompte. Et la deuxième chose, c'est que pour les acomptes, désormais, on doit être en présence de réelles factures qui donnent droit à la déduction de la TVA.
Pour mémoire, notamment pour les stagiaires que j'ai pu avoir cette année, lorsqu'il manque une mention sur une facture, rappelez-vous qu'il y a une amende de 15 € par mention et par facture, ce qui peut être vraiment gigantesque, sachant que le législateur a plafonné cette amende à 25% du montant total de la facture, ça peut être quand même très onéreux. Deuxième mesure en matière de TVA, l'option sur les services financiers qui est considérablement assouplie. Les établissements financiers vont pouvoir opter à la carte, opération par opération, à la TVA. Alors pourquoi cette disposition ? Parce que c'est une mise en conformité avec le droit européen. Et la deuxième raison, c'est pour améliorer l'attractivité des établissements financiers français. Cette option va permettre aussi d'augmenter les coefficients de déduction des établissements financiers et, parallèlement, de diminuer leur taxe sur les salaires. Donc il y a vraiment des pistes d'optimisation à rechercher dans le cadre de l'application de cette nouvelle disposition. Troisième mesure, c'est l'application du taux de 5,5 à l'alimentation humaine, ça on le savait déjà, mais désormais tout au long du processus de production. Ça permet de simplifier dans un cadre de neutralité fiscale puisque on est en B2B dans la chaîne de production. Donc tout va bien, on peut saluer cette simplification. Toutefois, il faudra être très attentif car certains produits peuvent finalement être en consommation finale à destination animale. Je prends par exemple l'avoine qui au début de la chaîne de production pourrait être considérée comme à la fois produit final animal et humain. Donc il faudra être attentif aux commentaires doctrinaux que nous attendons avec impatience. Deux brèves en complément de ces 3 points qui ont été présentés en matière de TVA. Les dispositifs médicaux innovants en faveur des personnes handicapées vont bénéficier aussi du taux de 5,5. D'autre part, pour la transformation de locaux professionnels vacants en logements sociaux qui sont financés par un PLS, donc prêt locatif social, il y a aussi une application du taux de 5,5. Je vais passer maintenant la parole à Nicolas pour la partie internationale. Merci Céline. Sur la partie fiscalité, en matière de TVA, 3 sujets de grande importance sur cette loi de finances. La DEB qui est transformée, l'autoliquidation de TVA à l'importation et la notion de représentant fiscal en matière de TVA. Sur la première partie, DEB, la déclaration d'échange de biens, intro et expé est supprimée à compter du 1er janvier 2022. Elle est remplacée par 2 obligations distinctes. Côté expédition, une DEB, l'année dernière, servait à 2 objectifs. Le premier était un objectif fiscal, qui était de déclarer les valeurs de vente sur les numéros de TVA des partenaires établis dans d'autres États membres de l'Union européenne. Le second objectif était un objectif statistique qui servait à l'établissement des statistiques du commerce extérieur. La DEB introduction, l'année dernière, ne servait qu'à des fins statistiques. À compter du 1er janvier 2022, le côté statistique des DEB expé et des DEB intro est remplacé par une déclaration qui s'appelle le MEBI, E-M-E-B-I, enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne. Le MEBI est à déposer à nouveau sur les 2 flux, côté expédition et côté introduction. La grande nouveauté est que ce côté statistique n'est plus obligatoire à partir d'un dépassement du seuil qui était l'année dernière de 460 000 €, mais à réception d'un courrier de l'administration douanière qui va rendre obligatoire la réponse à cette enquête statistique, les sociétés devront établir cette EMEBI mensuellement. Donc il ne sera plus de votre ressort de surveiller le seuil, mais de surveiller plutôt votre boîte aux lettres. Et à réception d'un courrier, vous devrez donc répondre à cette obligation statistique. 2 cas. Le premier cas, sur l'année civile précédente, par exemple là en 2021, l'administration douanière va dire « vous faites partir de l'échantillon sur toute l'année 2022 ». Sur 2022, 97% des redevables de l'année 2021 ont été sélectionnés.
Et à terme, on serait sur un taux de 95% des redevables. Donc ça n'a pas changé fondamentalement les choses pour les redevables de DEB en 2021. Seconde situation, l'administration douanière capte un fort accroissement de vos flux intracommunautaires en cours d'année. Vous pourrez recevoir un courrier en cours d'année, au mois d'octobre par exemple, en vous disant merci de bien vouloir répondre à cette enquête statistique à compter du mois d'octobre sur toute l'année civile, donc novembre, décembre inclus. Donc ça, c'est le premier changement important côté DEB qui deviennent le MEBI et le récap fiscal à l'expédition. Seconde modification importante, le côté expédition doit être beaucoup plus détaillé. L'administration douanière veut améliorer la qualité des statistiques du commerce extérieur. À l'expédition, vous devrez désormais déclarer également le pays d'origine de vos marchandises. Alors, l'origine, la notion d'origine est une notion purement douanière. On parle ici d'origine non préférentielle. C'est une donnée qui n'est pas évidente, qui fait l'objet d'une journée de formation au sein du catalogue Maté Formation. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Deux exemples. Une société de négoce, ce sera plutôt facile pour elle. Elle va pouvoir acheter en Chine des marchandises, par exemple, les stocker en France avant de les vendre et les livrer en Allemagne. L'origine de la marchandise, bien entendu, ici ne va pas changer, elle restera chinoise sur le MEBI expédition vers l'Allemagne. Le cas d'une société de négoce un peu plus complexe, qui se fournit auprès d'une société italienne, qui elle-même s'est fournie auprès d'autres fournisseurs chinois par exemple. Là, l'information doit désormais circuler, bien entendu, entre le fournisseur italien et son client français, afin que la société française puisse déclarer l'origine chinoise. Le second exemple est une société française qui peut acheter cette fois-ci des produits ou des matières et les transformer. Selon le taux d'ouvraison de transformation, selon l'origine des matières premières ou des marchandises à transformer, et selon la nature des marchandises, l'origine peut ou pas être modifiée et changée pour la déclarer correctement côté EMEBI. Donc le paramétrage ici de vos fiches articles sur vos applis, vos applicatifs, vos ERP, etc. est fondamental, bien entendu, pour déclarer l'origine correcte de vos marchandises. Il est hors de question de déclarer systématiquement des origines France, comme vont être tentés pas mal de redevables de faire ainsi, car la douane va capter tout de suite que telle marchandise n'est pas produite en France depuis X années et va revenir vers le redevable. Seconde information complémentaire côté DEB Expédition, le renseignement systématique du numéro de TVA du destinataire des marchandises. Nous n'avions à le faire que lorsque nous vendions une marchandise l'année dernière en DEB Expé. Pour des flux non taxables, comme des retours vers des fournisseurs, des retours de marchandises, comme par exemple l'expédition d'une marchandise vers les Pays-Bas, avant une exportation à partir des Pays-Bas vers un pays hors de l'Union européenne, il faudra également, pour ces flux non taxables, renseigner les numéros de TVA des destinataires des marchandises. Enfin, côté MEBI, de nouveaux codes régime et de nouveaux codes nature de transaction sont prévus à compter de l'EMEBI de la période janvier. Tout cela également pour affiner les statistiques du commerce extérieur. Énormément donc de changements à prévoir assez rapidement, car je vous le rappelle, la première date de dépôt des premiers EMEBI 2022 se situe vers le 12 février. Second point de cette loi de finances en matière de TVA, l'autoliquidation de TVA à l'importation. L'importation d'une marchandise, pour rappel, est définie par une marchandise en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui entre sur le territoire français. Le droit commun, jusqu'à il y a quelques années, était de payer, de décaisser, d'avancer une TVA auprès de l'administration douanière. Depuis quelques années, nous avions la possibilité, sur option et soumis à accord de l'administration douanière, de demander une autoliquidation de TVA à l'importation. L'avantage est bien entendu
de ne plus faire d'avance de trésorerie, si les droits à déduction sont conformes, de pouvoir acquitter et déduire une TVA sur la même période. Cette possibilité devient une obligation à compter du 1er janvier 2022. Toutes les sociétés, tous les importateurs français assujettis sont dans l'obligation d'autoliquider une TVA à l'importation à compter du 1er janvier 2022. C'est une grande réforme très importante que le public comptable et financier doit appréhender très rapidement parce qu'on va, vous allez le voir avec mes commentaires, aborder des notions douanières qui ne sont pas si évidentes que ça. Dans un premier temps, il va bien falloir penser aux sociétés françaises qui sont assujetties mais non identifiées à TVA aujourd'hui, comme les franchisés en base, par exemple. Un franchisé en base doit, pour pouvoir importer, à compter du 1er janvier, au préalable, obtenir un numéro de TVA auprès de son SIE. Donc, un courrier est proposé par le BOFIP pour pouvoir solliciter l'attribution d'un numéro de TVA pour ces assujettis non identifiés à TVA. Ces sociétés-là vont, comme tout le monde désormais également, devoir déposer leur déclaration de TVA mensuellement. Donc tout le monde passe en CA3 et tout le monde aura la même date de dépôt qui est désormais le 24 du mois qui suit les opérations. Deuxième modification importante concernant cette obligation d'autoliquidation et donc d'identification TVA en France qui concerne les sociétés étrangères. Des sociétés étrangères peuvent importer des biens en France pour, par exemple, les stocker et les distribuer à leurs clients français ou européens à partir d'un centre logistique français. Ces compagnies étrangères devront obligatoirement également, pour pouvoir importer, obtenir un numéro de TVA et donc peut-être, pour celles qui sont établies dans des pays tiers, désigner un représentant fiscal en France pour pouvoir établir une CA3 et autoliquider la TVA à l'importation. Au-delà des modifications concernant les redevables, une autre donnée très importante est la suivante. Les CA3 vont être pré-remplis pour la grande majorité des importations, sauf les importations réalisées sous des régimes douaniers assez spécifiques qui concernent somme toute peu de redevables. Donc la grande majorité des importateurs vont retrouver une CA3 pré-remplie avec des bases d'imposition d'autoliquidation à l'import déjà renseignées. Il va convenir à la personne qui est en charge de déclarer la TVA d'une société, cabinet comptable ou redevable directement, de devoir vérifier cette base d'imposition TVA. Et la base d'imposition TVA est une donnée très particulière. On ne part pas du tout du pied de facture du fournisseur chinois, par exemple. Partons sur un exemple rapide. Une facture chinoise qui vaut 1000 $, on va partir sur des euros, c'est un peu plus simple, 1000 € par exemple. La valeur TVA en douane va intégrer à cette valeur d'autres éléments, comme le transport à l'importation, comme les frais d'assurance, comme les frais de débarquement des marchandises par exemple, d'autres frais portuaires, aéroportuaires, des frais des transitaires. Donc on peut partir d'une marchandise qui vaut 1000 € et dont la base d'imposition va être de 1200 € par exemple à déclarer sur les CA3. Donc vous aurez tout le temps des différences entre la comptabilisation des factures importation sur vos comptes comptables et les bases d'imposition en matière de CA3. Donc cette notion-là n'est pas évidente du tout pour le public compta finance et là il faut donc vous former assez rapidement sur cette notion douanière de base d'imposition TV. Directement lié à cette modification du régime de TVA à l'importation, un nouveau formulaire CA3 est également prévu à compter de la période du mois de janvier, parce que l'administration fiscale a de nouvelles compétences. De nombreuses taxes sont transférées de la Direction générale des douanes et droits indirects de la douane vers la DGFiP, donc vers les impôts. Après la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes. Après, par exemple, la taxe à l'essieu également. En 2022, donc la TVA à l'importation.
est transférée vers la DGFiP. Nous avons également en 2022 certaines taxes énergétiques sur l'électricité, le gaz, le charbon également, qui sont transférées vers la DGFiP. Et puis un calendrier est prévu jusqu'en 2024 où les droits d'assises seront également transférés vers la DGFiP. Donc le formulaire CA3 est de plus en plus complexe car il intègre toutes ces taxes-là qui étaient alors de compétences uniquement douanières. Dernier point relatif à la TVA, issu de cette loi de finances pour l'année 2022, la notion de représentation fiscale en matière de TVA. Jusqu'aujourd'hui, un représentant fiscal devait bien entendu avoir constitué une société avec un objet social, une RC bien entendu qui le couvre de certains risques, mais aucune habilitation, autorisation, accréditation n'était nécessaire. La DLF, donc la direction de la législation fiscale, a souhaité en 2022 faire le ménage dans cette profession. Beaucoup de représentants fiscaux de complaisance ayant été créés, des sociétés de complaisance ces dernières années, pour répondre aux besoins notamment de sociétés basées en Asie qui faisaient de l'e-commerce vers l'Union européenne, avait été créé et faisait ce job pas très sérieusement. Donc l'administration fiscale souhaite désormais valider et donner une accréditation aux représentants fiscaux, et ceci à chaque nouveau dossier. Donc à chaque fois qu'une société établie dans un pays tiers a besoin d'un numéro de TVA en France, pour du stockage par exemple, pour d'autres typologies de marchandises, il va falloir que le représentant fiscal montre patte blanche en quelque sorte, prouve qu'il a une bonne moralité, bien entendu, mais également qu'il dispose de moyens humains et techniques suffisants à l'accomplissement de ses missions, et qu'il prouve également qu'il a une solvabilité financière qui couvre les risques en matière de TVA. Cette solvabilité devra être, a priori, ça reste à affiner, mais couverte par une garantie bancaire. Donc ça aussi, ça change pas mal la donne pour de nombreuses sociétés qui exerçaient plus ou moins professionnellement et sérieusement cette activité de représentation fiscale. Merci Nicolas. Nous allons présenter maintenant les sujets concernant les particuliers. Nous allons en présenter 4. Le premier, c'est le barème de l'impôt sur le revenu. Donc les limites des tranches de l'impôt sur le revenu vont augmenter de 1,4%. Ce chiffre, c'est celui qui ressort des études de l'INSEE, c'est-à-dire l'augmentation de l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2021. L'ensemble des seuils vont être augmentés de 1,4%. La première tranche du barème, donc ce sera la fraction du revenu imposable pour une part, devra excéder 10 225 €. Deuxième mesure concernant les particuliers, il y a une clarification concernant les crédits d'impôt pour salariés à domicile. Il y avait un flou autour de la notion d'emploi à domicile et est-ce qu'on devait prendre en compte ou pas des accompagnements extrascolaires pour des enfants ou des courses pour des personnes âgées ou handicapées. Est-ce que c'était considéré comme étant fait à domicile ou pas ? Le législateur a conclu que oui, ça devait être pris en compte dans ce crédit d'impôt. Autre précision très importante, le législateur a intégré dans ce crédit d'impôt la téléassistance et la visio-assistance au motif que ça concourt au maintien à domicile. Donc on voit qu'on a un élargissement de cette notion qui va pouvoir bénéficier notamment à toutes les sociétés de téléassistance et visio-assistance qui vont pouvoir créer un crédit d'impôt pour les personnes handicapées ou âgées. Ça concerne bien sûr que les personnes qui ont une certaine dépendance. Autre précision du législateur, ce sont des plafonds par dépense. On sait que le crédit d'impôt pour les salariés à domicile peut être pris en compte pour un montant global de 12 000 €, mais il y a des sous-plafonds. Le premier concerne tout ce qui est menu bricolage. Là, le plafond est de 500 €. Tout ce qui est assistance informatique et Internet, le plafond est de 3 000 €. Et tout ce qui est jardinage, le plafond est de 5 000 €.
Ces mesures entrent en vigueur dès la prochaine déclaration d'impôt sur le revenu. La troisième mesure concernant les particuliers, c'est la défiscalisation temporaire des pourboires. Temporaire parce qu'elle concerne les pourboires versés en 2022 et 2023. C'est une mesure qui avait été annoncée dès l'automne par le président Macron et qui ne concerne que les salariés ayant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC pour les mois concernés. Il s'agit aussi des salariés qui sont en contact direct avec la clientèle, ce qui exclut les personnels de cuisine, par exemple. Cela exclut aussi tous les pourboires qui ne seraient pas versés volontairement par les clients, c'est-à-dire, par exemple, les pourcentages services qui pourraient être demandés par le restaurateur sont exclus de ce dispositif. Quatrième mesure, c'est la fiscalisation des gains relatifs aux actifs numériques. Cela concerne de plus en plus de personnes et le législateur a donc pris position sur la manière de les fiscaliser. Grosso modo, c'est un alignement sur la fiscalisation des opérations de bourse des particuliers avec cette distinction entre la gestion du patrimoine privé classique et les opérations qui commencent à s'apparenter à de l'activité professionnelle. S'agissant des activités dites professionnelles de gains sur les actifs numériques, à partir de 2023, ce sera une imposition en bénéfice non commercial et non plus, comme jusqu'en 2022 inclus, en bénéfice industriel et commercial. Le caractère professionnel, comme pour les opérations de bourse, c'est du cas par cas. Chaque personne aura un examen éventuel s'il y a un contrôle de la manière dont elle opère. À compter de 2023, il semblerait que la fréquence des transactions et le montant des plus-values ne soient plus du tout les principaux motifs pour caractériser une activité professionnelle. Désormais, on va plutôt parler de la complexité des opérations, avec notamment comme critère les frais de transaction préférentiels qui pourraient être offerts en contrepartie d'un engagement de volume, le recours par le particulier à des outils professionnels ou encore la pratique de trading complexe. Si on est bien dans de la gestion patrimoniale privée, on n'est donc pas imposé en bénéfice non commercial, mais on peut être soumis, on est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30% global et donc qui concerne au niveau de l'impôt sur le revenu 12,8%. L'apport du législateur, c'est de permettre une option pour le barème progressif aussi pour les actifs numériques. Alors, ce sera une option indépendante qui ne va pas entraîner une imposition au barème forcément des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values sur cession de droits sociaux. C'est donc une option indépendante qui devra être prise pour les actifs numériques, pour une imposition au barème progressif, si toutefois c'est intéressant, ça nécessite des simulations de la part du contribuable avant de déposer sa déclaration. Après la fiscalité des particuliers, je vais vous parler des indépendants. Les mesures que je vais vous présenter s'inscrivent dans le plan général sur les indépendants qui concerne donc 3 millions de personnes. Les mesures seront de l'ordre d'une vingtaine. Aujourd'hui, je vais présenter celles qui sont déjà incluses dans le projet de loi de finances. La première, c'est la faculté d'opter à l'impôt sur les sociétés. Plus généralement, cette mesure s'inscrit dans la création du statut unique de l'entrepreneur individuel. Ce statut a pour objet, certes, de pouvoir opter facilement pour l'IS, mais aussi de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Jusqu'à présent, l'entrepreneur individuel qui voulait protéger son patrimoine privé avait 3 options. Soit créer une URL, soit créer une société unipersonnelle, soit procéder à une déclaration d'insaisissabilité. Désormais, grâce à ce statut unique, le patrimoine privé va être protégé de manière systématique. Sauf si l'indépendant en décide autrement, mais là ce sera vraiment un choix de gestion en fonction d'investissement, ce sera volontaire. Donc le deuxième sujet, c'est la possibilité d'opter facilement pour l'impôt sur les sociétés. Grâce à ce statut unique, on va avoir la possibilité d'opter pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et cette option
Cette option vaudra option pour l'impôt sur les sociétés. Donc ce sera une option irrévocable. Comme toute option irrévocable, il faut vraiment y réfléchir en amont parce que l'imposition pour l'entrepreneur individuel, d'une part à l'impôt sur les sociétés, puis à l'impôt sur le revenu, que ce soit au titre des traitements et salaires et au titre des dividendes, n'est pas forcément plus intéressante qu'un BNC ou un BIC classique. Donc là, ça va engendrer bien sûr des simulations avant de prendre cette décision. Donc une option irrévocable à l'impôt sur les sociétés qui ne vaudra pas bien sûr pour tous les indépendants qui sont en micro. Ce sera que pour les régimes réels. Afin d'éviter les abus, le législateur a précisé que l'assiette des cotisations sociales prendra notamment en compte tous les dividendes supérieurs à 10% du bénéfice net. Donc pas de tentation de se rémunérer en dividendes exclusivement pour échapper aux cotisations sociales, ce serait une très mauvaise idée. Cette loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante est encore en cours de discussion. Nous attendons avec impatience la loi définitive et surtout les décrets d'application. La deuxième mesure, c'est la faculté d'amortir fiscalement les fonds commerciaux. Alors tout d'abord, un petit rappel, qu'est-ce que le fonds commercial? Là, je vais me permettre de lire le plan comptable général. Le fonds commercial, ce sont les éléments incorporels du fonds de commerce, donc une composante du fonds de commerce, qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan. Concrètement, il s'agit de la clientèle, de l'enseigne, du non commercial, des parts de marché. C'est tout ce qu'on enregistre au compte 207. Donc, pour pouvoir amortir fiscalement, il faut en premier lieu que ce soit un fonds commercial qui soit possible d'amortir comptablement. Donc, un petit rappel sur l'amortissement comptable des fonds commerciaux. Il est ouvert aux petites entreprises sur 10 ans sans avoir à fournir de justificatif. Alors, une petite entreprise, au sens du PCG, c'est des entreprises qui ne dépassent pas deux des seuils suivants, c'est-à-dire un total de bilan inférieur à 6 millions d'euros, un montant net du chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros et un nombre moyen de salariés inférieur à 50. Donc si une entreprise qualifiée de petite remplit ces conditions-là, elle peut amortir son fonds commercial soit sur la durée qu'elle estime pour l'amortissement normal du fonds parce qu'il y aurait une durée limitée, soit sur 10 ans sans justificatif. Pour les autres entreprises qui ne sont pas qualifiées de petites entreprises, elles ne peuvent amortir comptablement un fonds commercial que si elles font la preuve qu'il a une durée limitée, donc en documentant cette faculté d'amortir. Donc l'alignement de la fiscalité sur la comptabilité sera possible pour les achats de fonds de commerce entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. L'origine de ce dispositif, c'est bien sûr pour rebooster les achats de fonds de commerce pour la reprise de l'activité suite à la crise Covid. La deuxième mesure concerne les délais d'option pour le régime réel. Il y a un allongement des délais d'option pour le régime réel pour les BIC, donc uniquement pour les BIC, qui vont pouvoir opter jusqu'au moment du dépôt de la déclaration. Donc un micro-BIC qui a des charges beaucoup plus importantes que le forfait qui lui est applicable pourra opter pour le régime réel au moment du dépôt de sa déclaration et pourra donc avoir une position optimale pour prendre en compte ses charges. En parallèle, il va y avoir un allongement du délai pour renoncer au régime réel. Ce coup-ci, ça concerne les BA, les BNC et les BIC. Donc de la même manière, on pourra renoncer au régime réel jusqu'au moment du dépôt de la déclaration. Une mesure concernant les plus-values professionnelles de l'article 238 quindecies. Donc là, il y a un aménagement et une hausse des plafonds. Nous parlons donc des plus-values pour la vente d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité. La hausse des plafonds encadrant le dispositif est la suivante. Jusqu'à présent, on avait une exonération
totale lorsque le prix de vente était inférieur à 300 000 euros. Le seuil est relevé à 500 000 euros. Concernant l'exonération partielle, elle était prévue entre 300 000 et 500 000 euros. Aujourd'hui, elle est prévue entre 500 000 et 1 million d'euros. En complément de cette hausse des plafonds, il y a un élargissement du bénéfice de ce dispositif aux ventes de branches complètes d'activité ou d'entreprises individuelles aux locataires gérants ou à toute autre personne que le locataire gérant. Toujours dans le cadre de la transmission des entreprises individuelles ou des sociétés, il y a le cas des dirigeants partant à la retraite. Pour prendre en compte la situation sanitaire, pour les dirigeants qui auront fait valoir leur droit à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, ils auront une année de plus pour céder leur entreprise. Donc le délai de cession sera rallongé de 2 à 3 années. Dernier dispositif du plan des indépendants que nous allons vous présenter, c'est l'aménagement du crédit d'impôt formation qui est doublé. Alors, ce crédit d'impôt formation concerne les dirigeants des très petites entreprises, moins de 10 salariés. Le nombre d'heures éligibles est de 40, ça n'a pas changé. En revanche, c'est le montant du crédit d'impôt qui est doublé, puisque maintenant c'est 2 fois le taux du SMIC en vigueur qui est applicable. Donc pour 40 heures de formation qui seraient effectuées par un dirigeant de TPE, le montant du crédit d'impôt serait de 820 euros. En matière de contrôle fiscal, je vais vous présenter 3 sujets, plus de brèves. Les 2 premiers sujets, ce sont des mesures qui favorisent le contrôle fiscal. La 3e mesure, elle adoucit certaines sanctions. Concernant la première mesure, il s'agit de la coopération administrative entre États qui va être renforcée, entre États membres de l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2023, il pourra y avoir une participation d'agents fiscaux d'autres pays de l'État membre à des contrôles fiscaux en France et inversement. Donc ça, c'est la première étape, 1er janvier 2023. 1er janvier 2024, il pourra y avoir des contrôles conjoints dès qu'il y aura un intérêt commun, un contrôle entre États membres. Contrôle conjoint, ça voudra dire qu'il pourra y avoir des contribuables qui seront interrogés par des fonctionnaires de l'autre État, d'autres fonctionnaires d'autres États qui pourront recueillir des documents, examiner des modalités de preuve. Donc ce sera vraiment un contrôle non plus coordonné, mais conjoint, main dans la main, entre fonctionnaires de différents pays européens. On a donc une coopération administrative renforcée. Je voudrais préciser une chose, last but not least, la langue française restera bien sûr la langue du contrôle en France. Deuxième mesure qui concerne les trusts. Pour les trusts établis dans des pays à fiscalité privilégiée, une présomption de détention de 10% est créée. Donc le législateur a voulu contourner les difficultés de preuve par l'administration fiscale, mais il s'agit toutefois d'une présomption simple. Nous attendons les commentaires de l'administration pour savoir comment contourner cette présomption qui donc renverse la charge de la preuve. La 3e mesure concerne les sanctions pour défaut de facturation. L'article 1737.1.3 du CGI est dicté à la règle suivante. En cas de défaut de facturation, il y avait une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction qui était ramenée à 5% si le fournisseur prouvait que la transaction avait bien été comptabilisée. Donc on avait une sanction extrêmement sévère, sans plafonnement et avec un délai très court de 30 jours pour prouver que les transactions avaient été comptabilisées. Donc, la QPC a entraîné l'abrogation de ces dispositions à compter du 31 décembre 2021. Compte tenu de l'importance de la facturation, le législateur a réaménagé ce texte et désormais, l'amende est plafonnée. Alors, elle est plafonnée à 375 000 euros par exercice si la transaction n'a pas été comptabilisée et à 37 500 euros par exercice si la transaction a été comptabilisée. Une autre disposition, c'est un assouplissement
pour prouver qu'on a bien comptabilisé la transaction, parce qu'un délai de 30 jours pouvait être extrêmement contraint. Désormais, on peut s'inscrire dans le cadre d'une réclamation classique, avec les délais de réclamation tout à fait courants, pour prouver que la transaction avait été comptabilisée, et donc avoir cette amende de 50% ramenée à 5% et profiter du plafonnement de 37 500 €. Ces dispositions étant moins sévères, elles s'appliquent dès aujourd'hui aux contrôles et contentieux en cours. Deux brèves pour finir en matière de contrôle fiscal. La première, c'est les greffiers des tribunaux de commerce qui désormais peuvent communiquer des renseignements à l'administration fiscale. Donc, jusqu'à présent, il y avait un droit de communication possible, bien sûr, de l'administration fiscale au greffier. Désormais, il est inscrit dans le texte que les greffiers des tribunaux de commerce qui ont des informations qui peuvent être très intéressantes pour les services fiscaux peuvent, de leur propre chef, communiquer des informations. Alors, ça n'a pas la même contrainte que pour l'autorité judiciaire, qui, elle, a une obligation de communication. Là, on est juste sur une possibilité de communiquer. La deuxième brève, c'est l'expérimentation du dispositif des aviseurs fiscaux, donc qui concerne tout type d'infraction qui pourrait rapporter à l'État des droits éludés à recouvrer supérieurs à 100 000 €. Ce dispositif des aviseurs fiscaux est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Je vais passer la parole à Nicolas pour conclure. Merci Céline. Il est temps de conclure ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'y avoir assisté. Je vous rappelle, côté TVA, une formation très utile et qui fonctionne très très bien. Donc empressez-vous de vous y inscrire, qui concerne donc les DEB 2022 et l'autoliquidation de TVA à l'importation. Et enfin, les formations que Céline anime en matière donc, de risque de TVA et de contrôle fiscal, comment prévenir et gérer un contrôle fiscal. À nouveau, tous nos vœux et bon courage pour la mise en place de toutes ces réformes. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.